Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais parler de ce roman qui date de bien longtemps avant les Hunger Games, dont il a été beaucoup question ce matin. Donc, qui a été publié en 1993, donc 15 ans avant les Hunger Games et toute la vague de romans dystopiques pour la jeunesse qui ont suivi. Écrit par l'américaine Lois Lowry. Donc, elle publiait The Giver, qui a été traduit en français par Le Passeur, premier tome de sa tétralogie de science-fiction. Donc, publié à plus de 10 millions d'exemplaires, The Giver sera suivi des romans Gathering Blue, Messenger en 2004 et Sun en 2012. Et destiné à un jeune public, ce roman dystopique figure dans le corpus de lecture obligatoire de bon nombre d'écoles secondaires en Amérique du Nord et aussi au Québec. Donc, il a donné lieu à une adaptation au grand écran en 2014 qui se révèle, comme souvent, assez décevante, notamment par le casting qui lui a confié le rôle de Jonas à un comédien beaucoup trop âgé. Donc, on trouve là pas le whitewashing dont Katniss avait été victime dans l'adaptation cinématographique des Hunger Games, mais bien le vieillissement du héros, qui, en théorie, a 12 ans. Je veux dire, alors que si on voit ce personnage, cet acteur, il n'a pas 12 ans. Un garçon de 12 ans n'a pas l'air de ça. Donc, déjà, là, à la base, il y a un problème. Donc, justement, parce qu'il est trop âgé, justement, ça enlève une dimension, je pense, à la représentation du personnage. Et aussi, ce qui a été fait un peu comme dans les Hunger Games, c'est qu'on enlève une partie de la cruauté de son sort pour adoucir son sort, pour faire en sorte que ce soit moins dur, moins traumatique. Donc, je pense qu'il y a eu plusieurs déplacements comme ça qui sont plus ou moins heureux. Donc, dans cette communication, on va prendre appui sur des ouvrages de Michel Foucault sur la surveillance et la punition et de René Girard sur le sacrifice. Donc, nous verrons que le maintien de l'ordre et du pouvoir implique une logique de surveillance, de répression et d'effacement de l'humain basée sur la souffrance et le sacrifice de l'individu au profit de la communauté. Alors, commençons par un bref résumé. Est-ce que la plupart d'entre vous connaissent l'histoire, ont vu le film ou lu le roman? C'est quand même assez connu, puis en même temps, il y a bien des gens qui ont jamais lu cet auteur qui est par ailleurs vraiment magnifique. Donc rapidement, l'action du roman est située dans une communauté nommée l'identique, dite sameness en apparence parfaite. À 12 ans, chaque enfant se voit attribuer une fonction par les anciens, nommés The Elders, lors d'une cérémonie qui marque la fin de l'enfance. Le jeune Jonas sera désigné comme futur dépositaire de la mémoire, Receiver of Memory, fonction unique et très honorifique, mais qui semble éprouvante. En tant que dépositaire de la mémoire, Jonas sera le seul à détenir les souvenirs du passé sur d'innombrables générations, ce qui sera censé l'aider à conseiller la communauté. Sous la tutelle du passeur, qui agit comme dépositaire pour l'identique depuis des lustres, Jonas reçoit une multitude de souvenirs et finit par percer les secrets de sa communauté. Volontairement ambiguë, la fin du roman laisse planer le doute quant à l'issue du destin de Jonas. Donc, la première partie sera inspirée, bien sûr, des travaux de Foucault, entre autres dans Surveiller et punir. En apparence, l'identique a tout l'air d'une société idéale, comme c'est un classique, en fait, dans les romans dystopiques. Elle est sécuritaire, bien organisée, le climat est parfaitement contrôlé. Les fléaux qui nous affligent, la mémoire même de ces fléaux, ont été anéantis. Or, de redoutables mécanismes de contrôle social et de régulation de l'individu y sont implantés, dont l'anéantissement programmé de la conscience, ainsi que l'infantilisation des adultes, chimiquement privés de désir. Et il y a, petite parenthèse, il y a un phénomène intéressant dans ce roman-là, c'est que les adultes sont infantilisés et les enfants grandissent trop vite. C'est-à-dire qu'on les pousse très vite à faire du bénévolat. J'en reparlerai tantôt, mais ils doivent choisir un métier à 12 ans. Ils n'ont pas de moment libre ou si peu. Et donc, c'est vraiment comme s'il y avait, justement, l'enfance est gommée, on est poussé à devenir un adulte, mais en tant qu'adulte, on est infantilisé. Donc, ça fait vraiment une représentation étrange, justement, des différents âges. Et il n'y a pas d'adolescence comme telle. On est enfant ou on est adulte. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est curieux pour un roman qui s'adresse justement à des lecteurs de l'entre-deux. Donc, sous la surface harmonieuse de l'identique se tisse évidemment un solide mécanisme visant à maintenir une discipline sociale qui fabrique des corps soumis et exercés, des corps dits dociles, à l'image de ce que Foucault décrit dans Surveiller et punir. Dans l'identique, pas de terreur ni de cruauté comme dans les Hunger Games. Pas de système carcéral, pas de peine capitale en apparence, car ce qu'on appelle l'élargissement n'est qu'un euphémisme qui n'a pas vraiment de sens pour la population. Ici, la surveillance s'exerce en amont par le conditionnement de l'individu.
Donc, dans Surveiller et punir, Foucault décrit 4 techniques utilisées par le pouvoir pour transformer l'individu en force économique viable, en étant régulé, discipliné et contrôlé, soit la distribution spatiale des individus, aussi qualifiée d'assignation sociale contrôlée. Donc, je vais faire la liste, puis je vais les reprendre après, l'une après l'autre. Deuxièmement, le contrôle de l'activité des individus. Troisièmement, la formation de la main-d'œuvre. Et, en dernier lieu, la préséance des intérêts de la collectivité sur ceux de l'individu. Ces 4 techniques sont exploitées au maximum par le régime de l'identique, ce que nous verrons à l'aide de quelques exemples significatifs tirés du texte. Donc, au plan spatial, on voit que chaque communauté vit en vase clos, ce qui fait penser au lieu fermé sur lui-même, lieu de la monotonie disciplinaire évoquée par Foucault. La population est contrôlée à travers un processus de reproduction manufacturée où des mères porteuses produisent 3 bébés par insémination artificielle, bébés qu'elles ne connaîtront jamais et qui seront regroupés au centre nourricier puis placés dans des familles où ils vivront jusqu'à leur majorité, après quoi ils ne revoient plus leur famille. Le récit évoque la présence de résidences familiales, une place centrale, un centre nourricier, un centre des enfants, des terrains de jeu, une maison des anciens, des usines, un grand auditorium, etc. Bon, il reste parfois vague quant à la géographie exacte de l'identique. Il est question d'une rivière qui marque la frontière entre la communauté et l'extérieur, qui est aussi nommée l'ailleurs ou elsewhere, totalement inconnue, et toute personne qui disparaît est réputée s'être noyée dans cette rivière. Donc, je l'ai dit tantôt, je reviens là-dessus. À partir de 8 ans, tous les enfants sont contraints au bénévolat et disposent de très peu de moments de jeu ou de liberté. L'individu doit donc soit travailler, soit participer à une activité communautaire. Et c'est donc ainsi que les adultes sont infantilisés. Donc, tout est décidé pour eux, littéralement tout. Donc, métier, famille, enfants, couple, on désigne les individus les uns pour les autres. Et bien sûr, un des pivots du maintien du pouvoir, de la discipline aussi, dans l'identique, reste le contrôle biologique des humains par une sorte de castration chimique, parce que c'est réellement ce que c'est, opérée par une pilule qui, prise tous les jours, va supprimer toute pulsion, efface les émotions et bloque même la perception visuelle des couleurs. Et d'ailleurs, le jeu dans le film a été assez bien, cette partie-là est quand même assez bien rendue. Donc, toute la première partie du film est comme en noir et blanc, un peu grisé, et c'est seulement vers la fin que les couleurs apparaissent, et la première couleur qui apparaît, c'est le rouge. Donc, à travers la pomme et à travers les cheveux de Fiona, qui est l'amie de Jonas. Donc, comme des petits-enfants, les citoyens sont irresponsables et protégés de toute souffrance. Et ça me rappelle un peu le clin d'œil que tu disais, André-Philippe, tantôt, où l'oubli est en fait une forme de protection. Okay? Donc, on impose l'oubli, on efface en quelque sorte la mémoire. Donc ici, l'identique est une société d'une enfance étirée, sans épreuve, sans jugement ni recul, une société de robots sous sédatifs à toute fin pratique. Enfin, on assiste même à une régulation du langage dans l'identique qui aurait mérité un grand développement, mais je vais être concise. L'expression verbale requiert ce qu'ils appellent la précision du langage, qui n'est qu'une autre forme de contrôle de la pensée des citoyens. Avec l'éradication de mots tels que amour, qui est considéré comme étant obsolète, même dans la famille, cette précision de langage rappelle évidemment la novlangue d'Orwell. Donc, pour la deuxième technique utilisée, c'est-à-dire le contrôle des activités, l'identique va encourager certaines activités valorisées et décourager d'autres activités contre-productives, jugées contre-productives. Donc, à l'intérieur des frontières de l'identique, rien ne reste inaperçu. On y retrouve des modes de surveillance sournois et radicaux qui rappellent ce que décrivait Foucault, surveillance générale de la population, vigilance muette, mystérieuse, inaperçue, etc. Des haut-parleurs extérieurs signalent toute faute, donc rappelant publiquement le contrevenant à l'ordre, toujours de façon plus ou moins directe, mais vraiment systématiquement humiliante pour celui qui se reconnaît dans cette critique. Tous les soirs, en plus, chacun a l'obligation de raconter ses rêves devant sa famille. On peut y voir une sorte de confession ou d'aveu qui facilite l'administration du contrôle social qui se fait dans la sphère familiale, mais qui évidemment déborde. De plus, la délation est partout encouragée. La logique de répression est alors internalisée, ce qui la rend d'autant plus implacable. L'individu fait donc ce que décrivait Foucault. Il devient le principe de sa propre soumission, jouant à la fois le rôle d'observateur et d'observé, se surveillant et s'auto-punissant. Enfin, chaque immeuble est muni d'un haut-parleur avec un micro servant à espionner ce qui s'y déroule et qui ne peut être éteint, sauf chez le passeur. Ainsi, l'identique revêt une dimension oppressante qui renvoie implicitement à l'effet de panoptique dont il était question plus tôt, réduisant l'individu à l'état de détenu.
finalement, les deux derniers critères, je les ai regroupés, donc la formation de la main-d'œuvre et la préséance des intérêts collectifs sur ceux des individus. Donc, si on regarde vraiment les étapes de développement de l'enfant, elles sont répertoriées et tout écart à la norme est sanctionné par ce qu'on appelle l'élargissement, bel euphémisme en anglais qui est release, donc terme qui a une curieuse connotation de liberté quand on sait en fait ce que c'est. J'y viendrai tout à l'heure. D'ailleurs, tous les enfants nés au cours d'une année célèbrent leur anniversaire en même temps et portent un numéro. Donc, ce phénomène rappelle ce que décrit Foucault. Chaque individu se définit par la place qu'il occupe dans une série et par l'écart qui le sépare des autres. Ils sont tenus d'apprendre un métier socialement utile dès l'âge de 12 ans. Le savoir reste inaccessible à tous, en ce qu'il n'existe aucun livre, sauf dans la demeure du passeur. L'école est plus un lieu d'endoctrinement que d'apprentissage. Donc, le formatage selon l'âge permet une sorte d'uniformisation de l'humain. Comme le précise Foucault, ce fonctionnement répond à une exigence nouvelle à laquelle la discipline doit répondre. Construire une machine dont l'effet sera maximalisé par l'articulation concertée des pièces élémentaires dont elle est composée. La discipline n'est plus seulement un art de répartir des corps, mais de composer des forces pour obtenir un appareil efficace. Force est de constater donc que l'identique est un système d'orthopédie sociale qui consacre l'infantilisation des adultes et la création d'une sorte de non-vie dans un non-environnement. Dans cette société de l'euphémisme et du mensonge, c'est l'étrange rencontre entre trois personnes se situant aux âges limites de l'existence, soit un vieillard, le passeur, le bébé Gabriel et l'adolescent Jonas qui viendra perturber l'ordre établi. Donc ma deuxième partie porte sur le passeur en tant que réceptacle de la souffrance collective et comme victime sacrificielle. Et je vais me baser en partie sur des ouvrages de René Girard pour cette partie. Donc, en devenant le dépositaire de la mémoire qui succédera au passeur, Jonas reçoit un rôle à la fois prestigieux et horrible, celui d'un enfant conseillé, condamné à devenir le réceptacle de la souffrance humaine. Notons que c'est sur le don que la formulation du nom du giver en anglais insiste, alors que c'est la transmission que le nom passeur souligne dans la traduction française. Je me demande pourquoi il y a eu ce déplacement. Comme le dit le passeur à Jonas, « They selected me and you to lift that burden from themselves », c'est-à-dire le fardeau littéralement de la mémoire. Or, l'honneur d'être nommé passeur se mue en punition et en torture au fil du roman. L'identique fera de Jonas le bouc émissaire social dont parle Girard, le porteur de tous les maux, de toute la sagesse de la communauté qui cherche à détourner vers une victime relativement indifférente, et je cite, « une victime sacrificielle, une violence qui risque de frapper tous ses propres membres, ceux qu'elle entend à tout prix protéger. » D'ailleurs, le prénom même du jeune sacrifié annonce son destin. Rappelons que le Jonas de l'Ancien Testament est un prophète récalcitrant qui tente d'échapper à la mission que Dieu lui a confiée en s'enfuyant par bateau. Il ne s'agirait pas ici vraiment de transfictionnalité comme telle, parce que ce n'est pas Jonas le prophète qui, revient et se présente dans le récit, mais c'est vraiment plus un clin d'œil onomastique et symbolique justement à la Bible. Donc, dans le bouc émissaire, Girard dit raconte qu'au cours d'une tempête, le sort désigne en Jonas la victime que les marins jettent par-dessus bord pour sauver le navire en détresse. Jonas est ensuite avalé par une baleine qui le recrache sur le rivage 3 jours plus tard et le renvoie à sa mission de départ. Pour Girard, Jonas serait donc la victime collective par excellence, mais il est aussi une incarnation du salut. Jonas sortant du poisson, c'est l'homme quittant la matrice et naissant à une seconde vie. Une sorte de résurrection symbolique qui préfigurerait celle du Christ. D'ailleurs, on parlait de figure messianique tout à l'heure, mais Jonas en est une. C'est très clairement une figure messianique, donc il a quelque chose d'une figure christique, car il se sacrifie. Bon, comme Katniss, il ne meurt pas, bien que la fin est ambiguë. On ne sait pas trop quand il finit par... les derniers moments du roman, c'est volontairement ouvert. Et même Laurie a dit qu'elle avait voulu garder cette ambiguïté. Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il parvient à sortir de sa communauté? Ce n'est pas clair, puis je pense que c'est assez habile pour elle de garder cette ambiguïté. On finit par apprendre qu'il s'en est sorti parce que dans la suite de la tétralogie, on le retrouve à l'âge adulte et puis on retrouve Gabriel aussi. On finit par retrouver même la mère de Gabriel qui cherche son enfant. Mais disons, à la fin du passeur, le mystère reste entier. Donc c'est ça, il se soulage 2 fois plutôt qu'une pour soulager sa communauté dans un premier temps, puis pour la libérer et la sauver d'elle-même.
Par ailleurs, alors qu'il est de plus en plus isolé, Jonas ressemble au saint que décrit Girard, protecteur parce que pestiféré, sacralisé par conséquent au double sens primitif de maudit et béni. Le fait qu'il soit une victime consentante rend son sacrifice d'autant plus signifiant, et j'y reviendrai à ça. Car s'il reçoit des souvenirs agréables, la neige, le soleil, les couleurs, etc., la souffrance fait partie de l'équation. C'est sur lui que se déverseront les pires souvenirs d'horreur, de tristesse et de désespoir. Comme le souligne Girard dans La violence et le sacré, le transfert collectif qui s'effectue aux dépens de la victime prend une terrible efficacité sacrificielle. C'est l'harmonie de la communauté qu'il restaure, c'est l'unité sociale qu'il renforce. Mais concrètement, comment s'opère ce transfert? Donc là, je vais plus parler du roman comme tel, avec des citations extraites du roman. Tout d'abord, le passeur dit à Jonas, « Move to the bed and lie face down. Remove your tunic first. Close your eyes. Relax. This will not be painful. » Puis le roman décrit ceci. « The old man placed his hands on Jonas's bare back. » Or, ce geste de présenter son dos nu a quelque chose de perturbant, car il rappelle celui d'un condamné qui consent à recevoir des coups de fouet. Il y a quelque chose de très violent et en même temps de très doux. C'est vraiment paradoxal. Notons ici que le geste rituel revêt un double paradoxe. Il constitue un acte d'humiliation, mais le savoir reçu sera plutôt un marqueur d'honneur dans l'identique. Cependant, en acceptant de recevoir ses souvenirs, même si ce savoir lui confère du pouvoir, Jonas se soumet en se mettant au service de l'État. Donc c'est vraiment un geste qui est très complexe et très paradoxal. La première vraie confrontation de Jonas à la souffrance consiste à voir ce qu'est devenu son prédécesseur et qu'il sera lui-même destiné à devenir un jour, vieilli avant l'âge, souffrant, fatigué et inquiet, en plus d'être seul et isolé. Certains jours, l'état du vieil homme interrompt sa formation. Et je cite, « Jonas knew on days when he arrived to find the giver hunched over, rocking his body slightly back and forth, his face pale, and he would be sent away. Go, the giver would tell him tensely. I'm in pain today. Come back tomorrow. » Par compassion, Jonas lui offre de partager cette douleur avec lui. « If you gave some of it to me, maybe your pain would be less. » Le passeur lui répond, « It's time, I suppose. I can't shield you forever. You have to take it on all eventually. » C'est alors que commencera la transmission de souvenirs douloureux, dont celui d'une chute en luge, causant d'affreuses blessures. Et je cite ce passage. « It was as a hatchet lay lodged in his leg, slicing through each nerve with a hot blade. In his agony, he felt flames licking at the torn bone and flesh. He tried to move and could not. The pain grew, he screamed. Sobbing, he turned his head and vomited into the frozen snow. Blood dripped from his face into the vomit. » Suivra l'expérience de la faim et de l'abandon et bien d'autres douleurs. On voit ici que si on analyse toutes ces scènes-là, l'auteur se livre à une description des sensations corporelles de l'adolescent qui sont semblables à celles d'un supplicié subissant la torture. Cela s'apparente véritablement à certains aspects du supplice, tels que définis par Foucault. La peine produit une certaine quantité de souffrance qu'on peut apprécier, comparer, hiérarchiser. Être décapité, c'est moins grave que d'être écartelé ou d'être écorché vif, etc. Et en témoigne justement le crescendo de souffrance choisi par le passeur pour Jonas. Il commence par la fracture et il finit par d'autres choses beaucoup plus graves. J'y viendrai. De plus, il s'agit d'un rituel fixe, d'un geste cérémonial, presque liturgique, qui revêt une dimension symbolique, car c'est sur le dos que Jonas reçoit cette marque, lui qui est destiné à porter métaphoriquement le poids de la douleur du monde, un peu comme Atlas porte le monde. Ainsi, son corps devient le point d'ancrage d'une manifestation du pouvoir de l'identique, car le souvenir de la douleur laisse des traces en lui, comme une marque au fer rouge. Parce qu'il continue à avoir mal, même quand il quitte la maison du passeur. Et il demande des médicaments pour soulager sa douleur, qui lui sont refusés. Enfin viendra le souvenir de l'atroce carnage d'un champ de bataille. Une deuxième fois, Jonas offre au passeur de prendre un peu de sa douleur, et le vieil homme lui dit « Please take some of the pain ». Ce sera un épisode hautement traumatique. Je cite ce passage. One of Jonas's arms was immobilized with pain, and he could see through his own torn sleeve something that looked like ragged flesh and splintery bone. The noise continued all around, the cries of the wounded men, the cries begging for water and for mother and for death. Overwhelmed by pain, he lay there in the fearsome stench for hours, listening to the men and animals die, and learned what warfare meant. Finally, when he knew he could bear it no longer and would welcome death himself, he opened his eyes.
The giver looked away, as if he could not bear what he had done to Jonas. Forgive me, he said. On constate donc que même si cela le soulage, et qu'en théorie il ne fait qu'accomplir son devoir, le passeur se montre honteux, à juste titre, d'avoir torturé un enfant innocent en lui transmettant des souvenirs aussi insupportables. Pour sa part, s'il est réticent à poursuivre sa formation après cet épisode, Jonas continue de s'y soumettre, et on peut s'en étonner, jusqu'au moment où il découvrira la vérité, qui sera pour lui l'expérience ultime de l'horreur. Donc ce n'est pas le souvenir qui va le choquer à ce point-là, c'est bien ce qu'il découvre sur la réalité, qui est en train de se produire. C'est en visionnant le vidéo de l'élargissement, entre guillemets, d'un bébé par son propre père, qui travaille au centre nourricier, que Jonas découvre le sort réservé à certains nouveau-nés et aux personnes âgées, et qu'il comprend que l'élargissement est en réalité un meurtre. La véritable expérience de l'horreur est donc de voir son père qui tue un bébé par une injection dans la fontanelle en parlant doucement au petit, en lui disant « I know, it hurts little guy, but I have to use a vein, and the veins in your arms are still too teeny-weeny. » L'agonie du petit devant un homme impassible qui ignore ce qu'est la mort est décrite ainsi. The new child, no longer crying, moved his arms and legs in a jerking motion. Then he went limp. His head fell to the side, his eyes half open. Then he was still. He killed it. My father killed it. Et ces deux phrases-là sont écrites en italique. Puis, comble de l'horreur, il voit son père placer le cadavre du bébé dans une boîte, en toute inconscience évidemment, et le jeter dans un incinérateur à ordures en chantonnant « Bye bye little guy ». Le récit de cet acte monstrueux reste un des passages les plus angoissants du roman. Cette révélation est aggravée par la découverte du sort de Rosemary, la dernière dépositaire de la mémoire, qui, ne pouvant supporter ce qu'elle recevait, a demandé à être élargie. L'atroce suicide de l'adolescente déclenchera la révolte finale de Jonas. En ces mots, Jonas felt a ripping sensation inside himself, the feeling of terrible pain clawing its way towards to emerge in a cry. Avec le passeur, Jonas prendra la décision de fuir la communauté, décision qui sera précipitée par l'imminente menace d'élargissement contre Gabriel, un bébé du centre nourricier auquel il s'est attaché, avec lequel il fuira dans la neige et le froid. Pour l'identique, il était crucial que Jonas contienne ce qu'on y déversait, un peu vraiment comme une amphore, un réceptacle. Mais sa fuite dispersera ses souvenirs qui inonderont la communauté. Comme le souligne Girard, sans victime, le monde serait plongé dans l'obscurité et le chaos. Seul le soutien du vieux passeur, qui reste derrière, évitera à l'identique de sombrer dans le désarroi. Pour conclure, dans ce roman à la fois beau et perturbant, Penser pour soi-même est l'acte ultime de résistance de l'individu contre la tyrannie du pouvoir. La fuite de Jonas est à la fois un acte de défi et d'affirmation, un signe de l'éveil de la pensée critique de l'adolescent. Comme dans les Hunger Games de Collins ou dans Divergent de Roth, on peut voir aussi dans cette révolte de l'adolescent contre l'ordre établi une métaphore de l'entrée dans le monde adulte, un genre de passage symbolique de l'enfance à la maturité. Ou encore, parce que j'aime beaucoup Harry Potter, une anticipation des clins d'œil que Rowling nous fait quand elle nous montre que la désobéissance et la transgression permettent aux héros de s'en sortir. Une chose est certaine, Laurie nous fait comprendre que les jeunes ont leur mot à dire, qu'ils peuvent et qu'ils doivent protester contre un système injuste, bref, qu'ils peuvent être des agents positifs de changement social. Cependant, s'il véhicule un message d'espoir, ce roman comporte aussi un volet hautement perturbant, en ce qu'il décrit des scènes parfois insoutenables de torture physique et mentale, qui sont infligées à un adolescent de 12 à 13 ans, c'est cette tranche d'âge. Dans un roman destiné à de jeunes lecteurs, cela a de quoi bousculer. Il est donc légitime de s'interroger sur la pertinence d'une telle lecture. À partir de quel âge est-ce acceptable qu'un jeune lise Le Passeur? À 9 ans, à 12 ans, à 14 ans, à 18 ans? Comment savoir en quelle année une telle lecture peut-elle être imposée par l'école? On parlait de lobby parental tout à l'heure. Je pense qu'il y a des réactions fortes aussi chez certains parents qui sont pratiquement révulsés par le fait que leurs enfants lisent ce roman et d'autres qui les encouragent à le faire. Donc c'est vraiment, il y a un peu de tout. Mais en voulant baliser la lecture des enfants, ne sommes-nous pas coupables de chercher aussi à les surprotéger? Par une habile mise en abîme, le récit fait résonner le désir de protéger l'enfant contre ce qui perturbe et le contrôle social qui protège une société entière contre le souvenir de la souffrance. Cela nous renvoie à la question fondamentale que pose ce roman.
Que devrait-on dire aux jeunes de la souffrance, de la mort, de la violence, de la cruauté? Jusqu'où pouvons-nous aller? Je me pose souvent ces questions, mais je n'arrive toujours pas à y répondre, ni en tant qu'enseignante, ni en tant que mère d'ailleurs. Je vous laisse y réfléchir. Pour le mot de la fin, je cède la parole à Lois Lowry en dédiant son roman aux enfants, To All the Children to Whom We Entrust the Future. Lowry montre qu'elle ne sous-estime pas l'intelligence et la force des jeunes humains, ce qui est très important. J'ose aussi croire qu'elle ne cherche pas à surprotéger les enfants de ce qui peut les blesser, qu'elle nous interdit la voie facile du déni et nous encourage à leur dire la vérité. Comme elle l'a déclaré lors de son discours d'acceptation de la médaille Newbery, Each time a child opens a book, he pushes open the gate that separates him from elsewhere. It gives him choices. It gives him freedom. Those are magnificent, wonderfully unsafe things.